Bonjour à tous et à toutes. Nous reprenons notre saison de diffusion de vidéos qui seront probablement cette année plus espacées. Une vidéo, je pense, tous les 15 jours, avec un sujet léger que j'ai trouvé dans le dernier Top Secret, puisqu'on y trouve un article d'un dénommé José Martin. Et si la Marseillaise n'était pas ce qu'on croit? Alors, ce texte de José Martin m'a interpellé pour diverses raisons. En particulier, j'étais en train de mener une réflexion sur les campagnes napoléoniennes en Égypte. J'aurai l'occasion de vous en reparler puisque je suis de plus en plus convaincu que finalement l'archéologie de la Haute-Égypte, c'est-à-dire de Thèbes, d'Assouan, etc., a été initiée, construite par les armées napoléoniennes et terminée ensuite par les Anglais. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet article de José Martin sur la Marseillaise, où il nous dit qu'en réalité, la Marseillaise serait au départ un hymne monarchiste, ou à tout le moins un hymne écrit par un monarchiste et qui contiendrait un message crypté qui serait un ode, en quelque sorte, à la monarchie. Eh bien, c'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo. Puisque j'aime bien comme ça quand il y a des idées nouvelles, des idées qui surprennent, eh bien commencez par les vérifier. Faites votre propre recherche, dit l'adage. Et c'est ce que nous allons faire. Et puis en même temps, ça sera l'occasion d'apporter une réflexion sur ce qu'est la révolution. Puisque bien évidemment, l'histoire est menteuse et l'histoire qui entoure la Révolution, est également un gros mensonge. Vous savez, si vous êtes là, que la Révolution française n'a jamais été une révolution populaire, mais une révolution orchestrée par les loges maçonniques. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous, qui doutent de ça. Nous n'allons pas tenter de le démontrer, d'autres s'en sont chargés. Mais nous allons essayer d'élaborer une réflexion autour de cette idée. Alors dans un premier temps, nous allons vérifier quelques affirmations de José Martin, et puis nous examinerons le texte, qui nous sera, comme je l'ai dit, l'occasion d'avoir une petite réflexion sur la Marseillaise et cette période révolutionnaire. Alors d'abord un petit rappel historique, je cite José Martin, l'auteur de l'article dans Top Secret. La Marseillaise, l'hymne national français, le chant patriotique, devenu le flambeau de la Révolution française, fut écrite par le capitaine du régiment de génie basé à Strasbourg, Claude Joseph Rouget de Lisle, en avril 1792. D'abord connu sous le titre initial « Chant de guerre pour l'armée du Rhin », ce chant se répand comme une traînée de poudre dans presque toute la France. On ne compte pas les témoignages sur ce qu'il suscita dans le cœur et les esprits. Les uns étaient galvanisés, d'autres tombaient parfois à genoux, les rivets au ciel, dès les premières paroles entonnées. Le site de l'Assemblée nationale relate quelques témoignages de l'époque. Alors d'abord cette date d'avril 92, c'est une date importante puisque ça marque un tournant dans la Révolution. La Révolution est en train de s'enliser dans des querelles intestines et la France se lance dans des guerres qu'on appellera guerres révolutionnaires à l'encontre d'une coalition faite des Autrichiens, des Prussiens et des Anglais qui, soi-disant, veulent restaurer la monarchie en France et défendre le trône de Louis XVI. Ce sera l'occasion d'une radicalisation de la Révolution puisque s'ensuivra la période de la terreur avec les décapitations par milliers, l'exécution d'abord de Louis XVI puis de Marie-Antoinette. Et puis bien évidemment, ces guerres eurent l'effet finalement de sauver la Révolution, puisque un ennemi extérieur est toujours très favorable à une politique intérieure un petit peu désastreuse. Ainsi, ces puissances extérieures, donc l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche, voulurent restaurer la monarchie. En fait, ils ne firent qu'une chose, c'est-à-dire renforcer la République. Nous y reviendrons, comme toujours, il y a l'apparence des choses et
les choses qui sont de réalités différentes. Le deuxième point à souligner, eh bien, c'est la ferveur que suscita le futur hymne national. On peut se demander si cette ferveur-là n'a pas été orchestrée. Hein, le peuple, finalement, on l'a vu encore récemment, n'est qu'un troupeau qu'on manipule et qu'on conduit finalement où on veut. Alors Rouget de Lille est-il royaliste, comme l'affirme José Martin? Eh bien, il semble qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet. Hein. Par exemple, voici ce que nous dit Romain Bousseau dans une vidéo. Léopold II a lui aussi tout intérêt à protéger la famille royale pour éviter que la vague révolutionnaire se propage à travers l'Europe. À Strasbourg, les nobles se réjouissent de cette entrée en guerre. Le maire de Strasbourg, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, fait une soirée chez lui, au cours de laquelle il demande à un certain Claude Joseph Rouget de Lille de composer un chant de guerre pour l'armée du Rhin. Ce sera d'ailleurs le premier titre de la Marseillaise. Mais alors, la Marseillaise a été composée par un royaliste ? Tout à fait, Rouget de Lille n'a pas écrit cette chanson dans le but de défendre la République. Et pourtant, elle a été adoptée par les fédérés marseillais qui participent à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. C'est là que les Parisiens lui donnent le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, la Marseillaise. Cette réappropriation nous permet de mesurer toute la richesse des paroles. D'un texte très fortement contextualisé dans une guerre contre l'Autriche, les acteurs de la Révolution française ont pu en tirer un sens symbolique beaucoup plus large. Et puis deuxième argument, finalement, c'est ce que nous dit Wikipédia, où on apprend qu'il resta toujours un monarchiste constitutionnel. Il est toujours resté fidèle au roi, s'oppose à ceux qui veulent s'attaquer au roi ou qui iront juste même à le décapiter. Hein. Lui-même, il sera suspendu de ses fonctions militaires, il fera même de la prison, sera menacé d'être exécuté, de passer à la guillotine, hein, pour s'être opposé finalement aux républicains. Manifestement, il sera sauvé grâce à son chant révolutionnaire, mais en réalité, il fut toujours un sujet fidèle au roi de France et au moins à la monarchie constitutionnelle. Et puis, troisième argument, à l'occasion de la restauration de la monarchie, eh bien, après le passage de Napoléon Bonaparte, il composa un chant royaliste au titre de « Vive le roi ». Vive le roi, noble cri de la vieille France, cri d'espérance, de bonheur, d'amour et de foi, trop longtemps étouffé par le crime et de l'arme, éclate plus brillant. Et puis enfin, quatrième argument, il semble que Rouget de Lille ne soit l'auteur que des paroles de la Marseillaise. La musique, il l'a empruntée à un autre, un dénommé Jean-Baptiste Lucien Grison, chanoine de la cathédrale Saint-Omer, qui l'a composé à l'occasion de l'oratorio Esther. Hein, Esther, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, si vous suivez ma chaîne. Je vous en ai déjà parlé. Ici, il s'agit de l'adaptation d'une pièce de Jean Racine qui avait popularisé l'image d'Esther. Hein, Esther est un personnage biblique. Et en réalité, le livre d'Esther raconte l'histoire du roi Assuérus qui subit en fait un complot de son premier ministre, Aman, qui tente de l'engager dans un génocide à l'encontre du peuple juif, et il sera sauvé de ce complot-là par la reine Esther et son oncle Mardoché. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs vidéos à ce sujet, mais Esther est une figure royale, hein, comme Assuérus. Voilà, je vous mets un petit extrait de l'oratorio Esther d'après ce Jean-Baptiste Grison. Il s'agit, vous l'entendez bien, de la même chose, mais il y a
quand même quelques personnes qui contestent cette antériorité de l'oratorio d'Esther vis-à-vis de la Marseillaise. Personnellement, je n'en sais rien, mais il semble globalement admis que c'est bien le cas. La Marseillaise serait tirée de l'œuvre de ce Monsieur Cuiseaux. Alors maintenant, on va parler d'un point plus problématique que notre auteur José Martin nous présente comme un indice crucial, c'est la question de l'étendard sanglant. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ne serait-il pas, nous dit-il, en réalité, l'oriflamme de Saint-Denis de couleur rouge ? Un oriflamme que le roi de France aurait utilisé en particulier à la bataille de Bouvines. Bouvines, bataille de Bouvines qu'il relie à mugir ses féroces soldats. Eh bien non, on ne peut pas dire ça, il s'agit d'un véritable contresens. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Alors même si la phrase elle est un petit peu tarabiscotée dans sa formulation, ce qu'il faut bien lire sur ce passage-là, c'est que l'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. L'ordre véritable de la phrase, c'est ça. L'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous, c'est-à-dire que cet étendard sanglant, c'est notre ennemi qu'il porte et il le porte comme une menace qui nous est adressée de faire couler notre sang. Et donc, du point de vue de l'histoire officielle, le drapeau rouge est utilisé par le pouvoir pour donner le signal de la fin d'une manifestation et de la dispersion des manifestants. Dispersion des manifestants qui, si elle n'était pas effective, était suivie d'une répression de ces manifestants. Et ça a été particulièrement vrai lors d'une manifestation au Champ de Mars le 17 juillet 1791, après la fuite de Varennes, où les manifestants parisiens ont demandé l'abolition de la monarchie. La municipalité craint l'émeute et proclame la loi martiale. On hisse le drapeau rouge, la garde nationale de Lafayette intervient et tire sur la foule. Il y a plusieurs dizaines de morts. Et donc pour les révolutionnaires radicaux, le drapeau rouge devient le symbole du sang du peuple versé par les autorités. Ainsi, quand on se place dans ce récit-là, le drapeau sanglant de la tyrannie est dressé contre nous, a toute sa place dans le récit révolutionnaire. Néanmoins, on peut se poser la question, puisque le drapeau rouge deviendra ensuite le drapeau de la Révolution, comme le bonnet phrygien rouge deviendra un synonyme de la Révolution et il représente en réalité, comme je l'ai démontré, la tête du roi ensanglanté, la tête du roi décapité. C'est le bonnet phrygien. On peut se demander si finalement cette attribution du drapeau rouge à la monarchie n'est pas déjà une forme d'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'on fait porter à la monarchie l'étendard sanglant, alors que l'étendard sanglant, l'étendard rouge, est en réalité l'étendard des révolutionnaires qui sèment le sang partout où ils apportent la révolution. Et il s'agit alors d'une inversion accusatoire. Alors quand on regarde les choses dans le contexte historique, ça paraît très simple. On a d'un côté les républicains, les révolutionnaires, présentés comme enfants de la patrie, et qui sont appelés à se lever, à combattre un ennemi extérieur, étranger, dépeints comme tyrans sanguinaires qui viennent égorger nos femmes dans nos bras et qui sont, pour faire un raccourci, disons, les anglo-saxons, qui viennent avec l'intention de rétablir la royauté, c'est-à-dire rétablir l'ancienne tyrannie que la République avait abattue. Alors on va changer de lunettes, on va se mettre dans une autre perspective, la perspective qui est la nôtre, et voir que les choses pourraient être un petit peu différentes et que le texte pourrait se lire un peu différemment. La première chose qu'il faut dire, qu'on peut constater, c'est que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la situation politique, est celle issue de la Révolution.
Il n'y a pas eu de contre-révolution. Ceux qui ont renversé le roi, c'est-à-dire les républicains, sont toujours au pouvoir actuellement. Et il y a bien une contre-révolution qui est en cours, et cette contre-révolution, elle oppose les patriotes, ce qu'on appelle les patriotes, c'est-à-dire des gens qui veulent défendre leur identité, défendre leur terre, défendre la nation, contre les globalistes, les mondialistes, qui veulent imposer un ordre totalitaire à l'ensemble de l'humanité. Et ces mondialistes, ces globalistes, qui sont-ils? Eh bien, là aussi, pris un raccourci, on dira que ce sont les anglo-saxons. Le mondialisme est né au sein de l'Église catholique, mais il a migré dans l'Europe du Nord avec Charles Quint, et on pourrait dire en quelque sorte que le cœur du mondialisme, c'est la City de Londres. Ce sont des raccourcis, mais c'est pour tracer les choses à grandes lignes. Or, on voit que cette situation où on a des patriotes qui combattent les mondialistes, issus de la Révolution, contre-révolutionnaires, anti-révolutionnaire. C'est ce qui est dépeint dans le texte de la Marseillaise, alors que la situation est tout l'inverse, puisque les patriotes sont les révolutionnaires, et ceux qui sont présentés comme nos ennemis, les ennemis de la Révolution, sont en réalité les anglo-saxons qui sont devenus les mondialistes. C'est une première interrogation, mais elle est très logique en appliquant simplement le terme inversion accusatoire. On sait que c'est leur façon de procéder, c'est-à-dire de renverser l'ordre des choses pour cacher la vérité et faire croire à l'inverse. La deuxième remarque qu'on peut faire, on l'a dit au début, c'est que la révolution n'était pas une révolte populaire, mais une révolution orchestrée par les sociétés occultes, par la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie qui est d'ailleurs issue du monde anglo-saxon. Même si elle est née là aussi au cœur de l'Église catholique, elle nous est revenue par l'intermédiaire de l'Angleterre au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, quand on parle de franc-maçonnerie, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il n'existe pas de franc-maçonnerie française. Il y a une internationale maçonnique. La franc-maçonnerie est liée au globalisme, est liée au mondialisme et est une organisation politique qui est au-dessus des États. Les francs-maçons ne défendent pas l'intérêt de la France, ils défendent l'intérêt du projet mondialiste. Ils sont en réalité les ennemis des patriotes, des enfants de la patrie. Donc on peut dire que si c'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine de la Révolution française et que la franc-maçonnerie est d'origine anglo-saxonne, ou en tout cas nous vient par l'intermédiaire des anglo-saxons, de la City de Londres, du monde de la haute finance internationale, qui d'ailleurs, ce monde-là se retrouvera les grands bénéficiaires de la Révolution, les grands gagnants de la Révolution. On peut dire que ce sont les anglo-saxons qui organisèrent la Révolution française, contre l'intérêt des Français. Et donc, on peut bien penser que ces anglo-saxons qui viennent soi-disant restaurer le roi de France contre la Révolution, qui sont dans des guerres contre-révolutionnaires, en réalité, ils viennent sauver la République. Ils viennent sauver la République en créant à la République cet ennemi extérieur qui permettra de souder le peuple français autour de cette République et également de radicaliser la République, puisque à partir des guerres révolutionnaires, c'est à ce moment-là que la France va basculer dans la terreur et qu'elle va éliminer tous les ennemis de la Révolution. Il va y avoir une grande purge au sein de la société française. Cette purge, elle sera permise par les guerres révolutionnaires déclenchées par les anglo-saxons. Et le fait est que le résultat de ces guerres révolutionnaires, ce ne sera pas la restauration du roi, mais bien au contraire, le renforcement de la République. Les guerres révolutionnaires, les anglo-saxons, en attaquant la France, sauvent la République, sauvent la Révolution. C'est ce qu'on peut constater, ce qui s'est passé effectivement. Et je voudrais aller un petit peu plus loin avec Napoléon. Napoléon qui va faire la guerre en Égypte, la campagne d'Égypte, soi-disant pour contrer les Anglais sur leur volonté de mainmise sur le commerce international avec l'Orient, avec l'Inde en particulier. Napoléon Bonaparte a simplement permis aux Anglais, au contraire, à s'implanter, à se renforcer leur présence au Proche-Orient, à se renforcer leur présence en Égypte. C'est-à-dire que Napoléon a rendu la monnaie de la pièce aux anglo-saxons en les aidant, en faisant le lièvre, c'est-à-dire que c'est la France qui a été démolir le pouvoir mamelouk
des Égyptiens, et ensuite, eh bien, la France n'a pas été capable de le conserver, et elle a laissé la place aux Anglais. C'est-à-dire qu'en réalité, une guerre qui a été présentée comme une guerre faite à l'encontre des Anglais est en réalité une guerre qui leur a rendu service. Ils ont fait le lièvre, ils leur ont préparé le terrain. Hein, il y a eu effectivement des batailles entre les Anglais et les Français, mais pour le pouvoir maçonnique qui est le pouvoir supérieur ultra-bourgeois au-dessus des nations, eh bien qu'on fasse entretuer des Français et des Anglais, eh bien ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce que ces gens eh bien, sont soit anglais, soit français qu'ils s'identifient eh bien, au peuple qu'on fait tuer. C'est la piétaille, les soldats, le petit peuple qui est massacré dans les guerres révolutionnaires ou dans les guerres de conquête coloniale, et ceux qui sont au-dessus de ce petit peuple, qui manipulent le petit peuple, qui dirigent le petit peuple, qui sont en réalité les mondialistes, eh bien ce sont des apatrides, ils ne sont ni anglais, ils ne sont ni français, leur véritable dieu, eh bien c'est le fric, et tout ce qu'ils font, c'est pour accroître leur pouvoir, et non pas pour renforcer les intérêts de leur peuple. Donc ce sont des guerres factices dans lesquelles on fait entretuer des gens, mais pour des raisons qui sont différentes de ce qui est la guerre apparente. Les anglo-saxons ne vont pas vouloir restaurer le roi de France, ils vont au contraire renforcer la République. Et Napoléon, quand il va en Égypte, il ne vient pas contrer les Anglais, mais il vient au contraire leur préparer le terrain. C'est en tout cas mon point de vue. Alors maintenant, on va revenir au texte. On va examiner les éléments que nous ont proposés José Martin, en se demandant si finalement il n'était pas l'inverse de ce qu'il prétend être, c'est-à-dire non pas un combat des révolutionnaires contre les anglo-saxons qui veulent restaurer la royauté, mais bien un combat des patriotes, c'est-à-dire des contre-révolutionnaires qui se battent contre l'ingérence étrangère, des révolutionnaires, des sociétés secrètes maçonniques. Si la franc-maçonnerie, organisatrice de la Révolution et de la République, ne peut pas être qualifiée de patriote, puisqu'elle sert des intérêts supranationaux, les intérêts de l'argent, eh bien, la patrie, le patriotisme est indispensable à la structure de la République. On a au plus bas niveau la nation constituée de citoyens, c'est-à-dire d'individus engagés politiquement dans la vie publique. Cette nation est établie sur un territoire avec lequel elle tisse des liens sentimentaux. C'est le rôle de l'histoire qui vise à produire un narratif qui permet un attachement du citoyen à sa patrie, à son territoire. Remarquez qu'aujourd'hui, on ne dit plus patrie, on dit simplement territoire, simplement parce que on est arrivé avec la construction européenne où la notion de patrie est devenue inutile, voire négative. Donc il y a la patrie qui est en quelque sorte l'enclos de la République, et cette patrie-là, elle est gouvernée par l'État. Donc on a deux niveaux, le citoyen et la nation, l'État et la patrie. La citoyenneté donne les droits humains et la patrie donne les droits sociaux, à travers l'État qui organise une structure politique qui permet de donner des droits sociaux. Et cet ensemble, qu'on appelle la République, est chapeauté par la franc-maçonnerie, qu'on pourrait appeler finalement une sorte de clergé occulte de la République. Occulte puisque, évidemment, la franc-maçonnerie est cachée et fait semblant, quelque part, de ne pas exister. Nous sommes gouvernés non seulement par des traîtres, puisqu'ils ne défendent pas nos intérêts, mais les intérêts du grand capital, mais en plus des menteurs, puisqu'ils cachent leurs intentions et ne disent pas dans quelle direction ils nous dirigent. Cette franc-maçonnerie prend la place du peuple souverain. Le peuple souverain étant simplement l'invention qui permet à la franc-maçonnerie de gouverner caché. Mais c'est la franc-maçonnerie qui dirige et le peuple souverain est un con, le dindon de la farce. Et donc cette première phrase de la Marseillaise, « Allons enfants de la patrie », le mot « enfant » fait référence à la nation, de naître, nation, celui qui naît, donc enfant c'est celui qui est né, sur une patrie qu'il est invité à défendre, c'est le mot « allons ». Allons défendre la patrie,
La patrie étant l'enclos de la nation organisé selon l'idéal maçonnique qu'on appelle la République. Si l'on compare avec l'Ancien Régime, eh bien la République remplace l'Église et la franc-maçonnerie remplace le clergé. L'un et l'autre se ressemblant d'une certaine façon par leur caractère caché, puisque l'Église parlait en latin, c'est-à-dire non pas la langue des gens, et la franc-maçonnerie, elle parle dans des caves, loin des oreilles du peuple. Mais il faut bien comprendre qu'ils ont séparé l'Église de l'État et ils ont fait de l'État une religion. C'est-à-dire que l'État n'est pas seulement le moyen de gérer le territoire, il est également là pour inculquer une idéologie, c'est l'éducation nationale, c'est les mass médias, c'est les académies, c'est la propagande. Gérer une idéologie, élaborée dans les loges maçonniques, qui ont, à travers la Révolution, supplanté l'ancienne Église catholique. Et donc, si l'on continue, le premier couplet, on a sévère, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. On en a déjà parlé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, il vient jusque dans nos bras égorger vos fils, vos compagnes. Alors évidemment, si on compare la République à une bergerie, avec la nation, le peuple, qui est le troupeau, et puis la patrie qui représente l'enclos, cet étendard sanglant qui est levé, et puis ces féroces soldats représentent le grand méchant loup, la peur. La peur qui nous rassemble, qui nous agglomère, qui fait qu'on prend refuge au sein de la bergerie, autour du berger. Et finalement, la République, elle est construite comme ça, grâce à un ennemi extérieur, et au moment de l'écriture de la Marseillaise, cet ennemi extérieur, c'est la coalition des Anglo-Saxons, les rois qui menacent de s'abattre sur la France, sur le peuple français, de les mettre en esclavage, de les domestiquer, et qui sont, à n'en pas douter, des complices des révolutionnaires. Complices parce qu'ils viennent très précisément réaliser ce rôle de grand méchant loup nécessaire à la cohésion de la République grâce à la peur qu'il engendre. Notons que nous en sommes toujours là aujourd'hui et nous en avons toujours été là tout au long de notre existence, c'est-à-dire qu'on a toujours été sous la menace d'un ennemi extérieur et que finalement nous sommes contrôlés par la peur. Aujourd'hui ce sont les Russes. Il faut un grand méchant loup pour rendre une cohérence à la République. Et finalement, si on ne connaît que ce premier couplet de la Marseillaise, c'est parce qu'il contient tout. On a le peuple, qui sont les enfants, on a la patrie, qui sont le territoire, l'État, et puis on a allons, le mouvement. Le citoyen est mis en mouvement, il doit s'engager dans la politique, et tout cet ensemble est coordonné par la peur d'un grand méchant loup extérieur qui menace de nous anéantir, sans bien sûr qu'on ait conscience qu'en réalité tout ça est orchestré par des sociétés secrètes qui masquent leurs intentions. Couplet 2. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés? Français, pour nous, quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Alors là, on est toujours dans le même registre, celui de faire peur, avec des mots qui sont forts, horde d'esclaves, antique, esclavage, et ces fers longtemps préparés, qui évoquent en fait le retour de l'Ancien Régime. La horde d'esclaves seraient les gens qui souhaitent le retour du roi. Les traîtres, ce sont les exilés, les immigrés, ceux qui ont fui la France parce que la Révolution leur posait des problèmes divers. Et puis les rois conjurés, seraient la coalition des pays contre-révolutionnaires. Mais ici, on distingue quand même un petit côté, un premier petit côté, je dirais, version accusatoire. Récemment, Emmanuel Macron s'est fendu d'une petite tirade pour qualifier de Poutine de tyran avide ou je ne sais trop quoi.
Et il y avait un président africain ou une personnalité politique africaine, je ne sais pas exactement, qui a fait remarquer que la façon dont Macron dépeignait Poutine et dépeignait la Russie, eh bien, c'était exactement la façon dont les Africains voyaient la France. Un pays avide, colonial, qui en veut toujours plus, qui assujettit les autres peuples. Et ici, c'est un petit peu pareil, parce que finalement, qui sont ces traîtres? On qualifie de traîtres, finalement, les gens qui sont contre la révolution, qui ne veulent pas la révolution, dans un esprit d'ailleurs un petit peu totalitaire. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le choix, il n'y a pas de débat, il faut être pour la révolution, il faut être pour la liberté. Et ces gens qui ont fui la France, qui sont partis en exil de la France, sont qualifiés de traîtres. Mais la réalité quand même, c'est que les traîtres, ce sont ceux qui, pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la France, ont ourdi cette révolution. C'est-à-dire, les véritables traîtres, c'est la franc-maçonnerie. Et ici, bien le texte dénonce une conjuration, les rois conjurés, mais qui sont les réels conjurés, si ce n'est ceux qui complotent dans l'ombre, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, qui a monté dans le secret une conspiration pour renverser le roi de France. Et là, on se trouve exactement dans la configuration du voleur qui crie au vol, pour qu'on ne croit pas que ce soit lui qui est le voleur, mais qui a fait prout, si ce n'est celui qui se plaint de l'odeur. Couplet 3. Quoi? Des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Quoi? Des phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers? Dieu, nos mains seraient enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de notre destinée. Alors dans ce troisième couplet, toujours la peur, toujours la menace, nos mains enchaînées, nos fronts sous le joug, de vils despotes, etc., etc. Et toujours ce sentiment finalement d'inversion accusatoire, puisque la révolution est pilotée par l'étranger, par des puissances supranationales, ce sont bien des cohortes étrangères. Ce qui est décrit là est exactement ce qui se passe pendant la Révolution, mais du fait des révolutionnaires. Ce sont les révolutionnaires qui représentent les cohortes étrangères. José Martin fait remarquer que le mot phalange a le double sens de troupes militaires organisées, mais également c'est les doigts de la main. Et les phalanges mercenaires, dans ce contexte-là, ça pourrait être tous les plumitifs, tous les écrivaillons qui ont préparé intellectuellement la révolution. C'est-à-dire qu'avant d'être un soulèvement populaire, la révolution a été préparée dans les esprits, par des gens, des plumitifs, au service du pouvoir, au service des élites financières, pour matrixer en quelque sorte les esprits et les conduire dans la révolution. Et puis les villes despotes, évidemment, ce sont les puissances oligarchiques, les élites financières, qui sont les orchestrateurs de la révolution et qui prennent le pouvoir en renversant l'ancien régime. C'est-à-dire que la révolution, dans ce qu'elle a d'orchestrer, de manipuler, il ne faut pas qu'elle se voie, il ne faut pas qu'elle se montre. Et pour éviter qu'elle se voie et qu'elle se montre, en fait, elle dénonce, elle accuse l'ancien régime d'être ce qu'elle est en réalité. Couplet 4. Tremblez, tyrans et vous perfides, l'opprobre de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Tout est soldat pour vous combattre, s'ils tombent nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau, contre vous, tout prêt à se battre. Alors dans ce couplet, on remarque le mot perfide, un mot qui au départ a été forgé pour désigner les juifs, perfides, ceux qui n'ont pas la foi, et c'est dans la liturgie catholique. Mais ici, vraisemblablement, perfide, il désigne l'Albion, perfide Albion, l'Angleterre, à laquelle les révolutionnaires reprochent un double jeu. C'est-à-dire qu'au prétexte de vouloir restaurer le roi, ils veulent en réalité affaiblir la France pour renforcer leur hégémonie commerciale. C'est ce qui se dit. Mais là aussi, le mot perfide, en désignant quelqu'un qui agit en cachant ses intentions, il peut désigner tout aussi bien la franc-maçonnerie, la main cachée qui agit dans l'ombre, comme on voit par exemple sur ces illustrations, la main de Napoléon, ou bien encore la main d'Emmanuel Macron. La perfidie qui est appliquée aux ennemis de la Révolution
eh bien, s'applique tout à fait aux révolutionnaires. Alors pas le révolutionnaire de base, qui agit finalement en toute honnêteté, en toute bonne foi, mais l'orchestrateur invisible de la révolution, c'est-à-dire le pouvoir franc-maçon à la solde des élites financières. Et puis un autre mot, le mot parricide qui est compris dans les explications sur la Marseillaise comme étant ceux qui sont contre la patrie, mais en réalité, le mot parricide qui désigne la mort du père, mais il désigne très clairement à ceux qui veulent tuer le roi qui sera décapité dans quelques mois après l'écriture de la Marseillaise. Donc intention parricide, eh bien, on est encore dans l'inversion accusatoire. On accuse autrui du crime qu'on est en train de projeter, c'est-à-dire la mort du roi. Et puis la fin du couplet qui exhorte à l'engagement citoyen, qui correspond à « Allons enfants de la patrie », eh bien, qui exhorte à l'engagement citoyen pour aller combattre en faveur d'une révolution, mais sans qu'on lui dise que cette révolution, elle est en réalité une révolution orchestrée par les élites financières dans l'intérêt des élites financières et certainement pas dans l'intérêt du petit peuple. Alors couplet 5, on en restera là, on ne viendra pas au couplet 6. Il exalte l'amour sacré de la patrie. On a déjà parlé de cette question que la patrie, elle est défendue par les contre-révolutionnaires et certainement pas par les révolutionnaires qui défendent un projet fomenté par des apatrides. Donc le couplet 5. Français, en guerriers magnanimes, portons ou retenons nos coups. Épargnons ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous. Mais ce despote sanguinaire, mais ces complices de bouillés, tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Alors évidemment dans ce couplet, bien le mot qui compte, c'est Bouillé, le général Bouillé, parce que on sait très bien qui il est et il authentifie parfaitement ce texte comme étant un texte révolutionnaire, comme étant un texte républicain, puisque le général Bouillé est un roi qui est resté fidèle au roi, et c'est lui d'ailleurs qui a orchestré la fuite du roi et son arrestation. Et c'est lui d'ailleurs qui a orchestré la fuite du roi, qui s'est soldée par son arrestation à Varennes. Alors c'est accompagné de ces mots, ces tigres qui déchirent le sein de leur mère. Et ces mots-là, qu'est-ce qu'ils signifient? Ils signifient une trahison contre la nation. Les seins de la mère déchirés par le tigre, le général. Évidemment, eh bien, on retrouve cet aspect, disons, totalitaire de la Révolution, de la République, c'est-à-dire soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas des révolutionnaires sont considérés comme des traîtres à la nation et sont exclus de fait de la nation. Alors José Martin nous livre une analyse qui s'oppose à cette vision et qui voit en Bouillé plutôt un traître, mais un traître au roi, parce que d'une certaine façon, pourquoi qualifier de traître une personne qui est restée fidèle au roi? Même si finalement cette personne-là est dans le camp, disons, de nos ennemis supposés, eh bien, d'une certaine façon, il est absurde de le qualifier de traître. Et si l'auteur de la Marseillaise le qualifie de traître, dans l'esprit de José Martin, c'est parce que Bouillé a joué un double jeu. Il a trahi la monarchie plutôt qu'il l'a défendue. Parce que cette fuite à Varennes, eh bien, c'est un tournant dans la Révolution. À ce moment-là, le roi est toujours en place, mais la monarchie, disons, de droit divin, du pouvoir absolu du roi, a été changée en une monarchie constitutionnelle. Le roi est toujours en place, et en s'enfuyant du trône de France pour rejoindre les immigrés, c'est-à-dire ceux qui ont fui le nouveau régime, le roi s'est mis lui-même en porte-à-faux, et il devient quelqu'un qui a trahi le nouveau contrat social que représente la monarchie constitutionnelle. À travers la fuite de Varennes, Louis XVI perd la confiance des Français et c'est ce qui déclenche sa chute et conduira à sa condamnation et à son exécution. Et pour José Martin, Bouillé aurait pu être peut-être un traître, c'est-à-dire quelqu'un qui a joué un double jeu et qui, en fait, plutôt que de sauver le roi, l'a conduit dans une voie de perdition. Personnellement, je n'ai pas les moyens, les compétences de contredire ou de vérifier ça, mais je voudrais souligner simplement encore une fois que là, on a une accusation de trahison envers la nation, alors que les organisateurs, les manipulateurs
de la Révolution sont des gens qui sont apatrides, qui n'ont pas de nation et qui travaillent en fait pour des intérêts supranationaux et qui travaillent plutôt, disons, pour les anglo-saxons, puisque ce sont les anglo-saxons qui dirigent le mondialisme supranational. Et les révolutionnaires, en réalité, sont au service des anglo-saxons et certainement pas au service du peuple de France. Alors que conclure de tout cela? Eh bien, je trouve que les arguments de José Martin, dans l'ensemble, sont un petit peu faibles pour voir dans ce texte un texte aux allures monarchiques. Évidemment, il y a le fait que Roger de Lisle soit resté un monarchiste. Il y a ces mots qui, on l'a vu, eh bien, s'appliquent mal à ceux qui sont restés fidèles au roi. Mais dans l'ensemble, eh bien, je trouve ces arguments plutôt faibles, puisque on peut les interpréter, les faire tirer dans un sens ou dans l'autre, selon la position dans laquelle on se place. Et les révolutionnaires, les républicains, ont un récit qui finalement eh bien, corrobore assez bien ce texte. Mais de mon point de vue, ce qui ressort plutôt de cette analyse, j'y ai trouvé évidemment ce que j'ai voulu y mettre, ce que j'ai mis au départ, je le trouve à la sortie, c'est tout à fait normal. C'est la question de l'inversion accusatoire, une méthode qui est pratiquée systématiquement eh bien, par les mondialistes et par les francs-maçons. C'est-à-dire ils vont accuser autrui de leurs propres méfaits pour qu'on ne les accuse pas eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils parlent de trahison, c'est pour ça qu'ils parlent d'ennemis étrangers, c'est pour ça qu'ils accusent de parricide, c'est pour ça qu'ils accusent de perfidie, parce qu'en réalité, tous ces défauts-là, toutes ces perversions-là, c'est leur propre portrait qu'ils sont en train de faire, et ce portrait d'eux-mêmes, ils le pointent sur autrui pour les accuser. Si je reviens par exemple sur le cas de Bouillet par rapport à ce qu'en dit José Martin, si le texte accuse Bouillet d'être un traître à la nation, c'est peut-être bien pour masquer le fait que Bouillet est en réalité un traître au roi de France. Il faut lire le texte en réalité en négatif, voir qu'il accuse, mais en réalité pour cacher ce que sont véritablement les révolutionnaires ou plutôt les manipulateurs de la Révolution. Parce que les francs-maçons ne sont ni patriotes, ils ne sont pas nationalistes et ils ne sont certainement pas au service des Français, mais au service d'intérêts supérieurs qui sont principalement l'intérêt du fric, l'intérêt de l'argent et puis l'intérêt de puissance occulte de l'élite financière. Et d'ailleurs, si l'on examine notre situation actuelle, eh bien, qui chante la Marseillaise, qui se réfère à ce texte, si ce n'est les patriotes et les antimondialistes? Pourquoi les patriotes aujourd'hui utilisent ce texte contre les descendants de ceux qui ont fait la Révolution? C'est un juste retour des choses. Il y a une remise à l'endroit. Le texte de la Marseillaise s'attaque, dénonce l'œuvre des révolutionnaires. Encore une fois, pas les braves gens qui ont fait la Révolution pour X, Y raison, mais les manipulateurs qui ont orchestré la Révolution dans les loges maçonniques. Et ils sont dénoncés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des agents de l'ennemi, des agents de l'étranger, des traîtres à la patrie. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Aussi, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.